Alors, si vous n'avez pas regardé l'épisode d'Athanor, mon 1084 est fumé, donc bon, bah, on va attendre de trouver une solution pour avoir du RGB. Dans l'intervalle de temps, j'ai reçu, j'ai reçu quelque chose de très spécial qui est le PyStorm. Donc le PyStorm, voici. Donc le PyStorm que j'ai commandé chez mon ami Eduardo Arana, que j'ai commandé donc chez Eduardo Arana de AranaNet. Voilà. Donc AranaNet, il fait du hardware pour pas mal de trucs et j'ai reçu donc le PyStorm que j'ai pas encore ouvert. Il vient avec un manuel, voilà, que j'ai reçu également, donc AranaNet Retro Products. Donc un manuel en anglais qui est assez bien fait. J'ai pas encore lu, hein, donc on va voir hein, comment ça se passe. Visiblement, ouais, on essaiera de voir qu'est-ce qu'il faut faire en termes de configuration pour mettre tout ça sur le 500. Puis bon, je vais essayer de comprendre. Alors bon, il y a pas mal de channels, mais bon, comme d'habitude, chez Z c'est assez, on n'est pas des lameurs, donc on va essayer de faire ça en live, quoi. Voilà, donc là, de 500, ça va être l'occasion de le ressortir et puis de surtout compléter la machine. Salut, alors on se retrouve aujourd'hui avec pour mon Amiga 500 et pour donc la préparation au montage du P-Storm sur mon 500 révision 8A. Comme j'ai fusillé mon 1084 S Commodore, j'ai récupéré un SC 1435 qui utilise en fait la même DB9 pour le RGB. Donc ça fonctionne très bien sur l'Amiga. L'image est en fait pas mal du tout. C'est très comparable, pour pas dire aussi bien que sur un 1084S. Probablement la même technologie qui est utilisée derrière. Bon, sur mon 500, on va faire quand même quelques petites modifs avant de démarrer et commencer à tout décortiquer. Déjà vérifier qu'il fonctionne correctement sans le P-Storm. Avec donc le RGB to HDMI. On va aussi essayer de faire un truc un peu moins crade que ça, quoi. J'aime pas trop cette nappe là, c'est très long, c'est très moche et j'aime pas du tout la technique du double face pour ce machin, pour cet émulateur de floppy. Donc essayons de faire en sorte. J'ai aussi le bouton reset qui s'est dessoudé. Donc le bouton reset s'est dessoudé, donc je vais le ressouder tout de suite et on va partir sur une base saine. Bon, il y a des trucs que j'avais toujours regretté par rapport à l'Atari, c'est que sur l'Atari, il y a un bouton reset à l'arrière. Et il n'y en a pas sur l'Amiga. Par contre, on peut en faire un. Donc, il suffit en fait de se mettre sur, donc d'avoir un bouton poussoir et de le connecter sur une des bornes du JP1, donc celle de gauche. Et là, juste après le JP1, il y a une espèce d'emplacement où on peut souder. Bon, là, ça s'est dessoudé, donc je vais le refaire. Je vous montrerai le résultat final, mais c'est là où je suis en train de pointer. Et voilà, donc l'interrupteur, il est déjà en place depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et c'est assez pratique. La raison pour laquelle j'aimerais bien avoir un bouton reset, c'est pour éviter de balancer en fait de faire un stop start quand j'ai pas la possibilité de faire un contrôle Amiga, pour éviter de faire un stop start sauvage avec l'alimentation électrique, en sachant que maintenant, bah, je vais avoir deux Raspberry Pi de connectés, donc il y en a déjà un ici, et après il y aura le Raspberry Pi 3 plus donc pour le Pi. Ce serait bien que les fans d'Halifax et Halifax lui-même se foutent pas de la gueule de mes soudures. Parce que bon bah moi je suis pas spécialement doué avec un fer à souder, je suis un pisseur de lignes de code, mais bon, je fais ce que je peux et puis au moins ça fonctionne. Là, là, regarde comme c'est dégueulasse.
Tu vois de quoi je parle? Toi, le fan de Halifax, merci de ne pas commenter. Allez, je vous aime. Le résultat final, c'est ça. Donc on voit pas bien si... Ouais, non, le rouge, il est bon. C'était la mise au point. Et là, voilà. Donc ça devrait fonctionner. Je teste. Bon, lui, il marche bien. Qu'est-ce qui va démarrer? Putain, la qualité sur ce écran Atari, il n'y a pas à dire. En charge, carrier commande. Alors, est-ce que le bouton reset fonctionne? Boum. Ouais, ça marche. Super. Bon, et ben, c'est déjà ça. Super. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai acheté donc le Pistorm chez Arananet. Voilà, donc il est packagé de cette façon-là, pas forcément idéal. Bon, voilà le Pistorm, donc je vais commencer par l'ouvrir. Et j'aimerais quand même vérifier quelque chose, parce que quelque chose qui me pose problème par rapport à la vidéo ici. Ok, ça c'est le Raspberry Pi, version 3A+. Donc en principe ça se plug quelque part là, là-dessus. Voyons voir. Ouais, donc apparemment ça irait dans ce sens-là, comme ça irait dessus. Donc clipser bien droit. De toute façon, il faut que je le fasse pour pouvoir flasher. Donc c'est encore un truc où putain, c'est en équilibre. Ouais, j'aime pas trop. Alors le problème que j'ai, ah non, si ça devrait, attends, ça va être à ce niveau-là. Ça devrait passer avec ce truc-là, ce câble-là. Ce qui me pose problème, c'est ça éventuellement. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça va être en dessous. Ouais. Ça devrait aller, quoi. De toute façon, il n'y a rien qui fait contact. Bon, on verra bien. On va trouver. Bon, ben on y va. On va trouver une source d'alimentation électrique, un câble HDMI, et puis en avant. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon, alors maintenant je vais configurer. Je vais configurer le Wi-Fi sur le Raspberry Pi qui a booté. Oh putain. Config. Comment ça marche? Alors, système option, network, wireless LAN. Select country, ça sera France. Okay. SSID. Copier live. Alors, le mot de passe.
Now, on reboot. Donc là, je viens de configurer le Wi-Fi. Le Wi-Fi. On va voir si ça boot. C'est toujours un... Alors, le Raspberry Pi boot. Le Raspberry Pi est en train de booter. Donc, ce qu'on attend, c'est de voir si on va bien voir. Et ça marche. Donc, j'ai bien une adresse IP qui est là. Alors, je vais dépendre voltage. Alors oui, parce que donc il faut du Wi-Fi parce que le Raspberry Pi le 3A+, eh bien, il n'a pas de câble Ethernet. Donc, du même coup, le Wi-Fi est indispensable.